Troisième point, la rotation des cultures. Donc, dans un potager, on doit éviter de cultiver la même plante au même endroit. La pire erreur qu'on peut faire quand on fait un jardin, c'est de se faire un beau plan de jardin, placer tous ses légumes et de reprendre le même plan d'une année à l'autre et de replanter toujours les mêmes choses aux mêmes endroits. Donc, pourquoi il faut éviter de faire ça? La première raison, c'est pour diminuer les risques de maladies et d'attaques par les insectes nuisibles. Donc, on a l'exemple des dorifores de la pomme de terre. Si je plante toujours mes pommes de terre au même endroit, bien, le dorifore, il a l'habitude à l'automne, les adultes, d'aller se cacher dans le sol. Et au printemps suivant, l'adulte va ressortir. Si vous avez mis vos pommes de terre au même endroit la deuxième année, bien, c'est un buffet ouvert. Les dorifores vont se jeter dans vos plants de pommes de terre et ils vont tout saccager. Donc, en changeant les pommes de terre de place, bien, quand arrive le printemps, si les dorifores sortent du sol, puis ce n'est pas des pommes de terre qui autour, c'est des carottes, ils vont se retrouver un petit peu mal pris. Donc, ça, c'est pour la question des insectes. La question des maladies aussi. Je vous montrais tantôt un plan de courgettes bourrées d'oïdium. Bien, si vous remettez des courgettes au même endroit dans le jardin l'année suivante, les spores de champignons sont déjà là. Donc, c'est recipe for catastrophe, comme ils disent en anglais. Tous les ingrédients sont là pour que ça ne se passe pas bien. Donc, en changeant les légumes de place, on évite en partie les problèmes d'insectes et de maladies. Deuxième raison pour laquelle on devrait changer nos légumes de place, pour éviter les déséquilibres minéraux. J'en ai parlé tantôt. Si vous avez des légumes fruits dans votre jardin, puis vous remettez des légumes fruits, puis encore l'année suivante, encore des légumes fruits, bien, vous allez finir par épuiser le potassium du sol dans cette zone de jardin-là. Donc, en changeant les légumes de place, on a beaucoup moins de chances que le sol soit déséquilibré à certains endroits. Donc, deux principes doivent être respectés pour effectuer une bonne rotation. Premièrement, faire alterner les modes végétatifs, légumes fruits, légumes racines, légumes feuilles, légumes graines. Et deuxième principe, faire alterner des familles. Exemple, astéracées, fabacées, solanacées, apiacées. Donc, pour faire une rotation parfaite, on devrait noter chaque année la position des légumes dans le potager. Je fais un exemple au tableau. Donc, voici un exemple d'une rotation qui serait théoriquement parfaite. Donc, première année, supposons l'été 2020, je place mes carottes dans cette section-ci de mon jardin, mes poivrons ici, mes choux et mes pois. Supposons que ça, c'est la partie nord du jardin, ça, c'est la partie sud. L'année suivante, je déplace mes carottes d'un espace. Même chose pour mes poivrons, même chose pour mes choux, et les pois, je les amène en haut. Mes carottes qui étaient ici, se retrouvent là la troisième année et se retrouvent là la quatrième année. Mes poivrons qui étaient ici, se retrouvent là. Donc, pendant les 4 ans, 2020, 2021, 2022 et 2023, les mêmes légumes ne reviennent pas au même endroit. Et pourquoi c'est une rotation parfaite? Bien, premièrement, si on regarde les organes végétatifs, les organes comestibles, ici on a racines, fruits, feuilles et graines. Donc, j'ai racines, fruits, feuilles, graines. Si je regarde dans cette section-là seulement du jardin, j'ai racines, graines, feuilles, fruits. Fruits, racines, graines, feuilles, ainsi de suite. Donc, dans la même section du potager, j'ai pas, sur une période de 4 ans, je n'ai pas 2 fois le même type d'organes comestibles. Ça, c'est une rotation qui est vraiment très bien. Mieux que ça, on se retrouve avec toutes des familles différentes. Donc, on a vu les familles tantôt rapidement. Ici, j'ai Apiacées, ici j'ai Solanacées, ici j'ai Brassicacées, ici j'ai Fabacées. Donc, encore une fois, si je vais d'une année à l'autre, Apiacées, Fabacées, Brassicacées, Solanacées. Donc, je change de famille à chaque fois. Ça, c'est théoriquement une rotation parfaite. Maintenant, le but, ce n'est pas toujours faire une rotation parfaite. Donc, on est dans un cours, on apprend comment le faire de la meilleure des façons. Dans la vraie vie, évidemment, on va tourner des fois un petit peu les coins ronds pour que ça soit plus fonctionnel et plus facile. Donc, pour faire une rotation parfaite, on devrait noter, un peu comme je l'ai fait au tableau, chaque année, la position des légumes dans le potager. Pour faire une rotation efficace, mais non parfaite, on n'a qu'à faire un potager différent chaque année. Donc, c'est beau en théorie, il faut savoir le faire, comment faire une rotation parfaite, mais dans la vraie vie, premièrement, c'est très rare les gens qui ont un potager avec un quart de feuilles, un quart de fruits, un quart de racines et un quart de graines. Deuxièmement, nos goûts changent.
Ça se peut qu'on ait faire un peu plus d'un légume puis un peu moins l'année suivante. Donc, s'en tenir avec quelque chose d'un peu rigide comme cette technique-là, c'est embêtant souvent plus qu'utile. C'est important de connaître le principe, c'est important d'être capable de faire une rotation parfaite, mais moi je vous dirais dans la vraie vie, ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va s'arranger tout simplement pour changer les plantes de place d'une année à l'autre. Moi, je dis souvent, la meilleure façon de jardiner, c'est d'être amnésique. Donc, d'arriver dans le jardin et de dire, je ne me souviens pas tout de ce que j'ai fait l'année passée, je refais n'importe quoi dans n'importe quel ordre, et il y a très peu de chances que je refasse le même jardin que j'avais fait l'année précédente. Donc, je viens de faire une forme de rotation, même si elle n'est pas parfaite. Alors, voici pour la rotation des cultures. Point suivant. Quelques caractéristiques des légumes du potager. Maintenant qu'on a vu les familles, qu'on a vu les organes comestibles, je rappelle juste rapidement pour les familles, les 3 premières familles qui étaient des plantes très exigeantes, c'est-à-dire les Solanacées, la famille de la tomate, Cucurbitacées, la famille du concombre, et Brassicacées, la famille du chou. Donc ça, c'était nos plantes très exigeantes. Et à passer avec quelques autres familles qui étaient beaucoup moins demandantes, donc beaucoup moins exigeantes pour le sol, au niveau de l'eau ou des éléments nutritifs. Donc les Liliacées, la famille de l'oignon, les Chénopodiacées ou Chénopodiacées, la famille de la betterave. Il y avait aussi les Fabacées, la famille du haricot, les Astéracées, la famille de la laitue, et les Apiacées, la famille de la carotte. Principalement, c'est nos grandes familles qu'on retrouve dans le potager. Donc on disait chaque famille a des besoins particuliers. Ensuite, on a vu les organes comestibles, les plantes à fruits, donc les tomates, les aubergines qui sont exigeantes, très exigeantes en général, surtout en potassium, les plantes feuilles qui étaient plus exigeantes en azote, les plantes racines qui étaient peu exigeantes, et les plantes, les légumes graines, comme les haricots, qui sont des plantes qui sont peu exigeantes et qui fournissent de l'azote au sol. Donc, une fois qu'on a vu les familles et les organes comestibles, on était capable de faire la rotation des cultures. Et je vous rappelle, pour la rotation des cultures, le principe général était d'éviter de remettre les mêmes légumes d'année en année au même endroit dans le jardin. L'idée, c'est de changer les légumes de place. Et pour faire une rotation parfaite, idéalement, ça devrait se faire sur une période de 4 ans. Et on alterne les légumes feuilles, fruits, graines, racines de familles différentes. Donc ça, c'est la rotation idéale. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est les légumes un par un. On va donner un petit peu plus de détails sur chacun des légumes qu'on cultive dans le potager. Puis souvent, des détails qui sont quand même intéressants ou le fun à savoir quand on veut donner des informations à des gens, par exemple. Donc, on y voit quelques caractéristiques des légumes du potager. On commence avec la famille des Apiacées, la famille de la carotte. SE veut dire semi-extérieur. Donc, la carotte, c'est une plante à cycle court. On le voit, à peu près 50 à 70 jours. Donc, la carotte, on peut la semer directement en pleine terre. EC veut dire éclaircir. Je vous disais tantôt, les semences de carottes sont très fines. Donc, quand on les sème, c'est difficile de faire un semis qui est précis. Donc, on est dû pour éclaircir par la suite. Donc, c'est ce qu'on entend par éclaircissage. Donc, des centaines de cultivars de carottes, plusieurs couleurs possibles. Il y a des carottes blanches, des carottes jaunes, des carottes rouges et même des carottes oranges. Fourchues. Donc, quand on a des carottes fourchues, c'est quoi la cause? Ça se peut qu'il y ait des roches dans notre sol. Donc, ça tendance à faire séparer les carottes et faire des fourches. Ou encore la présence de nématodes. Il y a des nématodes qui vont piquer la carotte, des nématodes nuisibles, qui vont piquer la carotte et qui vont faire en sorte qu'elle se divise. Donc, si on a des carottes fourchues, c'est les 2 causes possibles. Des carottes poilues au goût amer, c'est tout simplement qu'on a mis trop d'azote dans notre sol. Et comme plusieurs autres légumes, les carottes peuvent être cueillies après les gels pour un goût plus sucré. Deuxième membre de la famille des Apiacées, les céleris semi-intérieurs. C'est une plante qui pousse lentement, donc on va la partir en serre ou à la maison. Et BU veut dire buter. Donc, les céleris, on doit remettre de la terre à la base des plants. Sinon, le céleri va devenir vert foncé, coriace et très fort. Donc, l'idée, c'est d'avoir un céleri qui est plus doux. Donc, en ramenant de la terre à la base des plants, on cache une partie du plant du soleil et les parties qui ne sont pas exposées à la lumière du soleil ne développeront pas de chlorophylle, donc vont rester plus blanches et vont développer un goût un petit peu plus agréable, moins intense. Donc, le céleri a besoin d'une humidité constante. On le devine, hein, le céleri, c'est gorgé d'eau. Donc, c'est une plante qui demande effectivement un arrosage ou une humidité constante dans le sol. Aime les sols organiques. Je vous disais tantôt, on peut buter les céleris. Certains vont le faire carrément avec la terre noire ou du compost.
Donc, il aime beaucoup les sols organiques, buter ou recouvrir la base pour avoir un céleri plus pâle et plus doux, je viens de l'expliquer. Et on peut cueillir les pétioles extérieures tout au long de la saison. Donc, il y a deux façons de travailler avec le céleri. On cueille de temps en temps des pétioles autour et on laisse le cœur du céleri se développer, ou encore on le laisse pousser et quand il est mature, on l'arrache tout d'un coup. Autre membre de la famille des apiacées, le céleri rave, lui aussi semi-intérieur, pas d'opération particulière. Le céleri rave, je vous disais tantôt, c'est une espèce de renflement qu'on a à la base du céleri. Donc, c'est un céleri à racines charnues, besoin d'une humidité constante, un peu comme pour le céleri ordinaire, et peut être cueilli après quelques gels légers. La même chose pour un goût plus agréable. Le panais, semi-extérieur, un peu comme la carotte. Le plant est beaucoup plus haut, mais c'est quand même un semi-extérieur. C'est quand même dans le courant de l'été. Donc, on va le semer au printemps, on va récolter à la fin de la saison. 120, 140 jours, c'est quand même relativement long. Donc, fourchu, la même chose que pour les carottes. Ça peut être la présence de roches qui fait que les panais sont fourchus. Et lui aussi, on va cueillir après le gel pour un goût plus sucré. Donc, ça, c'était pour la famille des apiacées, la famille de la carotte. Deuxième famille, la famille des astéracées, la famille de la laitue. Donc, la laitue semi-extérieure. Vous allez me dire, j'ai déjà vu dans les centres de jardin de la laitue qui était déjà semée à l'intérieur. Oui, on peut semer de la laitue à l'intérieur pour gagner du temps, ce qu'on appelle des primeurs. Donc, si vous semez vos laitues à l'intérieur, vous pouvez les mettre directement sous forme de plant et la période de croissance va être très, très courte. On est pratiquement prêt à récolter tout de suite. Donc, oui, on peut semer les laitues à l'intérieur, mais ce n'est pas nécessaire. En général, c'est un semis extérieur. Éclaircissage comme pour les carottes. Donc, quand on sème des laitues, les semences, encore une fois, sont très petites. C'est difficile de faire un beau semis égal à distance raisonnable. Donc, vu qu'on échappe des semences un peu partout, on va être pris pour éclaircir, donc enlever les plants qui sont entre eux. Une humidité constante et des conditions plus fraîches. Généralement, on cultive la laitue au printemps et à l'automne parce qu'un peu comme l'épinard, la laitue a tendance à monter en graines. Donc, quand c'est chaud et sec, si on cultive de la laitue en plein mois de juillet, souvent, elle a tendance à monter en graines et puis on arrache, on jette. Donc, on ne profite pas vraiment de la récolte. Donc, on peut cueillir les feuilles extérieures ou arrachées à maturité, un peu comme pour le céleri tantôt. On peut cueillir des feuilles, surtout pour les laitues romaines, les feuilles à l'extérieur de temps en temps. À un moment donné, on va devoir arracher le plant. On peut aussi ne rien cueillir, laisser pousser la plante complètement et arracher et cueillir tout de même. Semi-extérieur, comme je disais tantôt, sauf pour les pressés. Autre famille, les brassicacées, famille du chou. Semi-intérieur en général pour le brocoli, on doit le buter. La famille des brassicacées en général, les plants ont tendance à être un petit peu instables. Ça a tendance à faire des espèces de tiges longues. Donc, en butant le plant, on vient le stabiliser. Donc, c'est la raison pour laquelle on bute, en général, certaines plantes de la famille des brassicacées. On contient des substances anticancérigènes, difficiles à laver, le brocoli, la façon qu'il est fait, il est difficile à bien nettoyer. C'est pour ça qu'on suggère, pour le brocoli particulièrement, de consommer des brocolis biologiques, parce que c'est des légumes qui sont beaucoup pulvérisés aux pesticides et très difficiles à nettoyer. Donc, c'est difficile d'enlever les pesticides qui sont dessus. C'est la raison pour laquelle on favorise la consommation de brocoli biologique, je l'ai dit finalement. Les boutons floraux peuvent ouvrir si maturité, chaleur ou manque d'eau. On le voit ici, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Quand les boutons floraux ouvrent, malheureusement, le goût devient moins intéressant. Généralement, on ne le consomme plus à ce stade-là. On récolte quand les bouquets sont denses et compacts. Et on peut récolter et arracher, ou encore récolter et laisser en terre pour une deuxième récolte, comme j'ai expliqué plus tôt. On le voit ici avec des bouquets latéraux. Donc, il y a possibilité d'une seule récolte pour le brocoli ou deux récoltes, selon la technique qu'on choisit. Le chou, semi-intérieur, lui aussi, on le bute pour le stabiliser. Donc, buter, je rappelle, c'est renchausser, c'est ramener de la terre à la base des plants. Donc, aime les climats frais. Le chou rouge a une croissance plus lente, mais moins sensible aux ravageurs que le chou vert. Chou d'hiver plus dense et meilleure conservation que les choux d'été. Donc, les choux d'hiver et les choux d'été. Les choux tardifs, dans le fond, qui se conservent mieux. Et les choux vont être plus sucrés s'ils ont enduré quelques gels, un peu comme on l'a dit tantôt pour les carottes ou le panais.